Le navire de transport rampait à travers une matinée grise de l'Atlantique alors que le brouillard s'accrochait à l'eau comme le souffle sur du verre. Mai 1944. Quelque part entre le cauchemar de la capture et un avenir inconnu, 300 prisonniers de guerre allemands se serraient sous le pont, leur monde réduit au craquement du bois et à l'odeur du sel et de la peur. Quand le brouillard s'éclaircit enfin, les premières formes émergèrent de celui-ci. Des remorqueurs, des grues, puis une silhouette de cuivre qui fit se presser les prisonniers contre les rambardes dans le silence. La statue de la liberté. Sa torche captait un faible rayon de soleil matinal, et pendant un moment, personne ne parla. Puis quelqu'un le dit en premier en allemand, presque une prière, presque une malédiction. L'Amérique. Ce ne peut pas être l'Amérique. Avant d'aller plus loin dans cette incroyable histoire vraie, appuyez sur le bouton d'abonnement et laissez un commentaire me disant d'où vous regardez dans le monde. Ces histoires doivent être mémorisées et vous faites partie de leur préservation. Hans Keller, 24 ans, fils de boulanger d'un petit village près de Brême, resserra sa prise sur la rambarde froide. Ses articulations devinrent blanches derrière lui. Des bottes traînaient sur les planches mouillées du pont. Les chaînes cliquetaient. Quelque part dans la foule, un homme pleurait. On leur avait raconté des histoires pendant la traversée. La vengeance, des camps de travail pires que tout ce que le Reich avait construit. L'humiliation, les coups. Certains disaient que les camps de prisonniers américains n'étaient que des boucheries avec de la paperasserie. Hans se dit que la statue était un tour, une planche peinte érigée pour briser leur morale avant que l'horreur réelle ne commence. Mais la ville au-delà n'était pas une peinture. L'horizon de New York, étiré comme des dents de fer mordant dans un ciel matinal pâle. Des bâtiments plus hauts que tout ce que Hans avait jamais vu de sa vie s'élevaient de l'île comme des monuments à quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Les sifflets des remorqueurs perçaient l'air, les mouettes criaient, et sous tout cela, impossiblement, l'odeur du café s'échappant des quais. Rien de tout cela ne correspondait à l'image qu'on leur avait donnée d'une nation à genoux. Des policiers militaires américains armés attendaient le long d'un quai hérissé de filets de cargaison et de caisses en bois empilées. Les boîtes étaient estampillées de noms que Hans ne pouvait pas prononcer. Scranton, Akron, Chattanooga, des noms de villes qui sonnaient comme des coups de tambour. La passerelle s'enfonça en place avec un bruit qui fit tressaillir la moitié des hommes. « Garde les yeux baissés », murmura Otto Brandt derrière lui. Les mains d'Otto tremblaient en parlant. Il était plus âgé, peut-être 30 ans, avec une cicatrice qui divisait son sourcil gauche. Ils feront un exemple de quelqu'un. Ils le font toujours. Hans ne répondit pas. Il était trop occupé à regarder. Un camion de la Croix-Rouge s'était reculé jusqu'au quai, et des femmes en bonnet blanc déchargeaient des urnes métalliques qui fumaient comme des bouilloires par une matinée d'hiver. Pas des gardes, pas des soldats, des femmes. Des civils se déplaçant librement parmi les policiers militaires, comme si c'était juste un autre mardi matin en Amérique. Le premier ordre vint dans une voix si claire et nette qu'elle trancha à travers les chuchotements. Un commandement allemand parfait aussi net qu'un commandement de terrain de parade. Les hommes tressaillirent par réflexe, formant une ligne déchirée. Les bottes claquèrent ensemble, les dos se redressèrent. Des années d'entraînement prirent le dessus avant la pensée consciente. Ce n'est que lorsque Hans chercha la source du commandement que le choc s'enfonça complètement. L'officier américain, casquette inclinée à un angle précis, mâchoire ombragée par une barbe de plusieurs jours, yeux comme de la glace bleue, était celui qui avait aboyé l'ordre. Capitaine Walter Green, armée américaine, lisant leurs rangs et leurs insignes d'unité comme s'il les avait portés lui-même. « Bienvenue à New York », ajouta Green, son visage sans sourire. « Obéissez aux règles et vous serez traités conformément à la Convention de Genève. » Les paroles frappèrent Hans comme de l'eau froide jetée à la face. Les voyelles de Green étaient natives, ses consonnes purement allemandes, pas l'allemand brisé et hésitant d'un écolier. Mais la vraie chose, le genre qu'on n'obtient que en grandissant avec la langue dans la bouche. Combien de ces Américains parlaient leur langue ? Combien l'avaient apprise spécifiquement pour ce moment, pour les commander, pour les comprendre, pour savoir ce qu'ils disaient quand ils pensaient que personne n'écoutait. C'était la première fissure dans tout ce que Hans pensait comprendre de cette guerre. Ils ont été menés le long du quai entre des rangées de débardeurs, déchargeant des caisses et des policiers militaires, se tenant au repos de parade. Hans attendait. Les crachats, les huées, les bouteilles lancées, la rage d'une nation qui avait tout le droit de les haïr, cela n'est jamais venu. À la place, une femme de la Croix-Rouge, Clara Bennett, cousue en lettres nettes au-dessus de sa poche, s'avança avec un plateau métallique équilibré sur les deux mains. La vapeur s'élevait des tasses arrangées dessus. « Du café », dit-elle, lentement et soigneusement comme si le mot lui-même pouvait mordre s'il était mal prononcé.
Un beignet glacé chevauchait le bord de chaque tasse comme une auréole. Le premier prisonnier hésita, regarda les gardes, regarda la femme, puis prit la tasse avec des mains tremblantes. Puis un autre homme, puis un autre. Quand cela atteignit Hans, la vapeur le frappa de plein fouet au visage. La cannelle et une douceur si audacieuse et sans excuse qu'elle ressemblait à un défi, comme si l'Amérique elle-même le mettait au défi de croire ce qu'il voyait. Il prit la tasse. Le café lui brûla la langue, le beignet se dissout dans sa bouche, comme un souvenir d'enfance qu'il pensait avoir perdu à jamais. Otto prit le sien et le fixa comme s'il pouvait être empoisonné. « Pourquoi » chuchota-t-il. « Pourquoi nous donner cela ?» Hans n'avait pas de réponse, mais quelque chose de froid et dur dans sa poitrine. Quelque chose qui était là depuis la Normandie, depuis la capture, depuis que le navire avait commencé à craquer. Au-delà des entrepôts, la ville battait de vie. Des klaxons de voitures, des cris en anglais. Quelque part, une radio versait une mélodie de swing que Hans n'avait jamais entendue, mais ne pouvait pas arrêter d'entendre. Des affiches sur les murs de briques criaient à propos des obligations de guerre, de la liberté, de la victoire. Un monde toujours en guerre, mais d'une certaine manière intouché par la ruine que Hans avait laissée derrière lui. Un policier militaire avec un accent de Pennsylvanie parlait à un autre garde. « Les trains sont prêts dans le New Jersey. Ils verront la moitié du pays avant le déjeuner. » Cela ressemblait à une blague. Ce n'en était pas une. Ils ont été rassemblés vers les camions qui attendaient, des moteurs à toile verte qui tournaient au ralenti. Hans monta avec 20 autres. Otto s'assit en face de lui, tenant toujours la tasse de café vide comme une preuve d'un crime. Alors que le camion s'éloignait du quai, Hans aperçut un dernier coup d'œil de la statue à travers le rabat arrière. Sa torche était toujours levée. Son visage était toujours tourné vers la mer. Et Hans Keller, prisonnier de guerre, fils de boulanger, croyant en rien d'autre, sentit la première graine terrible du doute prendre racine dans son esprit. Pas le doute sur l'Amérique. Le doute sur tout ce qu'on lui avait dit sur l'Amérique. Le camion roulait vers le nord dans les rues qui ne devraient pas exister dans une nation supposément paralysée par la guerre, et en ce moment, Hans comprit quelque chose qui le terrifiait plus que n'importe quelle balle ne l'avait jamais fait. S'ils avaient menti à ce sujet, qu'est-ce qu'ils avaient d'autre menti ? Ils montèrent à bord de wagons de chemin de fer vert olive sous un ciel gris bas à Newark, New Jersey. Le train était un transport de troupes militaires américains réaffectés pour les prisonniers, mais les sièges étaient de vrais sièges, pas des bancs, pas des planchers de wagons à bestiaux. Les fenêtres avaient du verre, du vrai verre. Hans trouva une place à côté d'Otto qui appuya immédiatement son front contre la fenêtre froide et ferma les yeux. Le train s'élança vers l'ouest avec un cri métallique, et à travers ses fenêtres vint un catalogue d'une nation que Hans n'avait jamais cru pouvoir exister. D'abord vint la ceinture industrielle, les cheminées par la rivière Passaic, crachant des nuages gris dans un ciel plus gris, des usines qui fonctionnaient même un matin en semaine, leur parking plein de voitures, des voitures partout. Pas des véhicules militaires, mais des automobiles privées, des centaines d'entre elles, comme si l'essence était quelque chose que vous pouviez simplement acheter à une pompe chaque fois que vous le vouliez. En Allemagne, même avant la guerre, une voiture était un luxe. Ici, cela ressemblait à un droit de naissance. Puis la Pennsylvanie, les arbres nus de l'hiver parsemant les collines comme des limailles de fer sur du papier. De petites villes avec des clochers d'église et des rues principales et des enfants marchant vers l'école avec des livres sous les bras, comme si la guerre était quelque chose qui se passait sur une autre planète. Près d'un passage à niveau, un garçon, peut-être 10 ans, se tenait avec un gant de baseball sur une main. Quand le train passa, il agita la main. Pas une vague hésitante, pas une prudente. Une large vague américaine, complète, comme si des wagons pleins de soldats ennemis n'étaient qu'un autre défilé roulant dans son mardi. Otto l'a vu aussi. Son souffle embruma le verre. « Pourquoi nous montrer cela » chuchota-t-il. « Pourquoi ne pas aveugler les fenêtres ? Pourquoi ne pas nous garder dans l'obscurité » Hans regarda le garçon disparaître derrière eux. « Parce qu'ils n'ont pas peur que nous l'aimions » dit-il avant de pouvoir s'arrêter. Otto se tourna pour le fixer. « Quoi ?»« Ils n'ont pas peur » répéta Hans plus doucement maintenant. « Ils veulent que nous voyions. » Et c'était plus effrayant que n'importe quelle menace n'aurait pu l'être. En milieu de matinée, les policiers militaires se déplaçaient dans l'allée, distribuant des sacs en papier brun. « Déjeuner !» Les sacs crissaient dans leurs mains, et l'odeur frappa la voiture avant même qu'ils ne les ouvrent. Quelque chose de chaud, quelque chose de sucré. « Déjeuner !» dit le sergent Cole Anderson, grand, aux cheveux blonds, peut-être 25 ans, avec des bottes qui avaient clairement vu de la vraie boue. Il laissa tomber un sac sur les genoux de Hans avec un hochement de tête. Hans l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait de la nourriture qu'il n'avait pas touchée depuis avant le début de la guerre. Du pain blanc, si doux qu'il ressemblait à des nuages. Une épaisse tranche de jambon, rose et glacé, avec quelque chose qui sentait le miel.
Une pomme qui brillait comme si elle avait été polie sur la manche de quelqu'un. Un morceau de tarte, une vraie tarte, qui sentait les noix de pécan et le sucre brun et le beurre. Et sous tout cela, pressé à plat contre le fond du sac, se trouvait un morceau de papier plié. Hans l'aurait presque manqué, son pouce frôla le bord carré et il se figea. Soigneusement, il le palpa, le glissant sous sa casquette en un mouvement fluide tandis qu'Otto déchirait son sandwich à côté de lui. Il attendit, compta jusqu'à 50, s'assura qu'aucun policier militaire ne regardait, puis fit glisser le papier juste assez pour le lire. L'écriture était soignée, un script allemand féminin. « Si vous passez par Abilène, dites à Karl. Toujours en attente près du noyer. LB. » Une adresse du Texas suivait, écrite clairement, comme si l'auteur voulait qu'elle soit trouvée, avait besoin qu'elle soit trouvée. Hans fixa la note jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait délibérément placé ce message dans son sac à déjeuner. Un civil américain qui connaissait le script allemand, qui savait que des prisonniers seraient dans ce train, qui était prêt à risquer quelque chose. Hans ne savait pas quoi, mais quelque chose pour envoyer un message à quelqu'un nommé Karl. Un piège, une gentillesse, un test. Il ne l'a pas montré à Otto, il n'a pas mangé la tarte. Il glissa la note sous sa casquette et la sentit là comme un charbon ardent contre son cuir chevelu. Le train s'enfonça plus profondément dans le pays. Les villes du charbon en Ohio cédèrent la place à des champs ondulants, parsemés de granges et de silos peints avec des noms de marques. Purina, DeKalb, John Deere, qui sonnaient comme des mots de passe vers un monde dans lequel il n'avait jamais été autorisé à entrer. Et puis à une petite gare quelque part après Columbus, Hans les vit. 2 filles, peut-être 16, 17 ans. Elles se tenaient sur la plateforme en bois tenant une pancarte en carton peinte en grosses lettres noires. Bienvenue. Même les ennemis sont des hommes. Les policiers militaires l'ont vu aussi. Immédiatement, ils ont commencé à rassembler les prisonniers d'un côté de la voiture, loin des fenêtres, les voix nettes d'embarras ou de colère, ou quelque chose que Hans ne pouvait pas nommer. Mais Hans l'avait déjà lu. Il ne pouvait pas le relire. Même les ennemis sont des hommes. Qui étaient ces gens ? Ce soir-là, alors que l'Indiana glissait dans un étalage de lumière et de granges, devenant or sous un soleil qui tombait, le capitaine Green remonta l'allée. Ses bottes cliquetaient sur le sol métallique avec une précision militaire. Il s'arrêta à la rangée de Hans et passa à l'allemand sans préambule. « Vos papiers disent que vous aviez l'habitude de faire du pain, » dit Green, pas tout à fait une question. Hans leva les yeux, veillant à garder son visage neutre. « Oui, monsieur. Depuis combien de temps ? » « Depuis que j'ai 15 ans, monsieur. » Green hocha lentement la tête, comme un homme vérifiant un nombre qu'il connaissait déjà à l'avance. Ses yeux étaient illisibles. « Nous avons besoin de boulanger, dit-il simplement. Puis il continua. Hans resta figé. Otto se pencha, son visage pâle. « Qu'est-ce que cela signifie ? Des boulangers dans un camp de prisonniers ? Je ne sais pas, mais quelque chose se passait. Quelque chose sous la surface. Des messages dans les sacs à déjeuner, des filles avec des pancartes, un capitaine qui parlait un allemand parfait et connaissait la profession de Hans avant de demander. Cela ressemblait à des pièces d'un puzzle éparpillées sur une table, et Hans commençait à peine à voir les bords de l'image. Le deuxième rebondissement arriva près de minuit. La voiture s'était enfoncée dans ce silence mal à l'aise unique aux soldats et aux prisonniers. Pas tout à fait le sommeil, pas tout à fait l'éveil, juste l'épuisement avec les yeux ouverts. Puis, du vestibule entre les voitures, une mélodie s'éleva dans l'obscurité, douce, presque insouciante. Quelqu'un sifflait. Et la mélodie, Hans l'a reconnue avant que son esprit ne puisse rattraper. Lili Marlène. La chanson interdite par le Reich, bien aimée des soldats des deux côtés. Une mélodie qui avait traversé les tranchées et les océans et les idéologies parce qu'elle parlait à quelque chose de plus profond que les drapeaux. Les hommes se raidissaient. Quelqu'un se couvrit les yeux. Personne n'osa se joindre. Puis, coupée et basse, une voix parla en allemand. Un seul mot. Brandt. Otto tressaillit comme s'il avait été choqué. Reste immobile. La voix continua. À peine plus fort que le rythme du train. Les ordres sont arrivés à Cleveland. Une liste de transferts. Détails d'usines de munitions à l'extérieur de Dallas. Tu es dessus. La respiration d'Otto s'arrêta dans sa gorge. Le pouls de Hans martelait dans son cou. Détails extérieurs. Tout le monde avait entendu les rumeurs. Les prisonniers qui travaillaient à l'extérieur du fil mangeaient mieux, dormaient plus doucement, apprenaient l'Amérique par ses routes et son climat et le rythme de la vie civile. Aussi rumeurs. Pas tous les détails sont revenus. Pourquoi nous le dire, chuchota Hans dans l'obscurité, ne sachant pas si quelqu'un l'entendrait. Le sifflement s'éloigna à travers la couture métallique de la voiture. Aucune réponse ne vint.
Au matin, le monde s'était transformé en large et impossiblement bleu. La prairie du Texas qui courait jusqu'au bord du ciel sans pause, sans pitié, sans fin. Les moulins à vent tournaient lentement comme les aiguilles d'une horloge. Les noms de villes étaient peints sur les châteaux d'eau. Wichita Falls, puis vers l'ouest, puis vers le sud. Les lettres rétrécissaient derrière eux comme des miettes de pain dans un conte de fées. Abilene flottait à la lisière des pensées de Hans comme une photographie glissée dans un roman. La note sous sa casquette se sentait lourde comme une pièce d'or. Et le train roulait vers un camp qu'il ne pouvait pas imaginer, vers un destin qu'il ne pouvait pas prédire, vers une Amérique qui refusait d'être l'ennemi qu'on lui avait promis. Les portes du camp apparurent à l'extérieur d'une ville entourée de noyers et de camionnettes avec de la poussière sur leurs ailes comme des insignes d'honneur. Le panneau stencilisé sur le bois usé était presque décevamment simple. Installation de prisonniers de guerre de l'armée américaine. Pas de crâne et d'os croisés, pas de menaces, juste des faits estampillés en peinture noire. Le camion roula à travers et Hans eut son premier vrai regard sur ce qui serait une maison ou une prison ou quelque chose entre ces deux mots que la langue anglaise avait probablement un terme pour, mais l'allemand n'en avait pas. Des rangées de baraquements en bois soignés s'étendaient sur la terre battue. Une petite infirmerie avec une croix rouge peinte sur le toit. Un réfectoire qui semblait avoir été construit par des hommes qui se souciaient réellement des angles droits. Et derrière tout cela, l'odeur. Indéniable, étrangement réconfortante du café et de la farine, et la chaleur légère et constante des fours qui fonctionnaient. Quelqu'un avait affiché un menu sur un tableau à l'extérieur du réfectoire. Petit déjeuner, flocons d'avoine, œufs, toast, café. Cela aurait pu être un dîner sur la route 66. Otto se tenait à côté de Hans, le visage figé par la confusion. C'est un camp de prisonniers. Je ne sais pas ce que c'est, admit Hans. Les prisonniers étaient rassemblés dans la cour. Terre dure, un mât de drapeau avec le drapeau américain claquant dans un vent chaud, et le capitaine Green debout sur une plateforme en bois comme un homme sur le point de prononcer un sermon. Il s'adressa d'abord à eux en anglais, puis passa à l'allemand sans manquer un battement. « Vous travaillerez, dit Green, sa voix portant à travers l'assemblée silencieuse. Vous serez payé en monnaie du camp. Vous écrirez des lettres à la maison, censurées, mais livrées. Si vous tentez de vous échapper, vous serez fusillé. Si vous suivez les règles, vous serez nourri décemment, logé adéquatement et traité conformément au droit international. » Ses yeux balayaient les visages comme un métronome marquant le temps. Certains d'entre vous se verront proposer des détails extérieurs, l'agriculture, les moulins, les boulangeries en ville. Vous pouvez refuser. Si vous refusez, vous resterez ici à l'entretien des clôtures et aux corvées de latrines. Son regard croisa celui de Hans pendant une fraction de seconde, juste un moment. Mais Hans le sentit comme un projecteur. Nous trouvons, continua Green, ses lèvres esquissant presque un sourire, que le pain calme les hommes. La sanglée fut renvoyée. Hans marcha vers la caserne avec Otto. Tous deux silencieux, tous deux essayant de comprendre quel genre de guerre c'était en train de devenir. Mais Hans n'arriva pas à la caserne. Quelle heure ? Il se tourna. Le sergent Anderson se tenait dans l'ombre du réfectoire. Un presse-papier sous un bras, cette même expression illisible sur son jeune visage. « Le capitaine veut que tu vérifies la boulangerie. Assure-toi que c'est quelque chose avec lequel tu peux travailler. » Hans jeta un coup d'œil à Otto, qui haussa les épaules et continua à marcher. Puis il suivit Anderson à travers la cour, les bottes crissant sur le gravier, passant devant des gardes qui le regardaient à peine, passant devant d'autres prisonniers qui le regardaient avec des yeux creux. Les portes du hall grillagé s'ouvrirent, et Hans entra dans un monde qui sentait comme la maison. La poussière de farine flottait dans la lumière du soleil oblique. Des fours industriels s'alignaient le long d'un mur, leurs portes en fer chaudes au toucher, des bancs en bois marqués par des années de pétrissage, des bols en métal empilés comme des tambours d'argent. Et derrière le comptoir principal, une femme dans un tablier blanc saupoudrait de la farine comme de la neige sur un banc en bois. Elle leva les yeux quand Hans entra. « Tu es le boulanger ?» demanda-t-elle. Son accent était pur Texas. Chaque voyelle étirée comme du caramel, chaque consonne plus douce qu'elle n'avait le droit de l'être. Hans hocha la tête. « Je m'appelle Millie Turner, dit-elle, s'essuyant les mains sur son tablier. Mon mari Bill gère une ferme au-delà de la rivière. Il se débrouille bien avec aussi, quand la météo coopère. » Elle fit un geste vers la farine, les fours, toute l'opération. « Les gens ici aiment le pain avec de la mâche. Dense, quelque chose qui te cale les côtes. Tu peux faire ça ?» Hans hocha la tête à nouveau, ne faisant pas confiance à son anglais pour le moment. Ses yeux se plissèrent au coin. Elle avait un visage bienveillant, le genre qui avait connu des années difficiles, mais qui ne les avait pas laissés la rendre méchante. « Bien, dit-elle simplement.
On s'entendra très bien. Elle retourna à son travail et Hans se tenait là, sentant comme si le sol s'était déplacé sous ses pieds. Cette femme américaine, dont le pays il essayait de détruire il y a 6 mois, lui parlait de la densité du pain, comme s'ils étaient des collègues, comme si la guerre était quelque chose qui se passait dans un univers entièrement différent. Après le petit déjeuner, de vrais œufs, du vrai café, du vrai beurre fondant dans le toast, le sergent Anderson trouva Hans près de la porte arrière du réfectoire. Le policier militaire semblait plus jeune à la lumière du jour. Ses yeux étaient de la couleur du verre poussiéreux, et il y avait une rainure au coin de sa bouche qui aurait pu être une cicatrice ou aurait pu être une expression permanente de doute. Il parla d'abord en anglais. « Tu t'installes » ? « D'accord. » Hans comprenait assez pour hocher la tête. Puis Anderson glissa dans un allemand soigné et délibéré. « Si tu es jamais en détail en ville, dit-il tranquillement, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme un homme vérifiant les oreilles indiscrètes, ne t'égare pas. Les Texans sont amicaux jusqu'à ce que tu leur donnes une raison de ne pas l'être. Tu comprends ? Oui. Anderson frotta son pouce le long du bord de son presse-papier. Ses paroles suivantes vinrent encore plus doucement. Si tu vois un noyer avec un ruban bleu attaché autour du tronc, il fit une pause, laissa les paroles flotter. La personne que tu cherches rencontre les gens là-bas les jeudis, après 3 heures. Hans sentit le billet sous sa casquette devenir une créature vivante, une créature avec du poids, de la chaleur et un but. Anderson n'attendit pas de réponse. Il s'éloigna, et en partant, Hans l'entendit siffler bas et presque sans souci la fin de Lily Marlène. Le même air du train. Le 3e tournant vint cet après-midi-là avec une livraison. 2 camions roulèrent à travers les portes, portant des fournitures pour la cuisine. Des sacs de farine estampillés avec des noms de moulins que Hans ne pouvait pas prononcer, des sacs de sucre qui brillaient blancs comme la neige, des briques de levure enveloppées dans du papier ciré, froides comme des pierres de rivière au toucher. Les mains aidaient à décharger sous la supervision de Milly. Elle dirigeait le trafic comme un général, disant aux hommes où empiler les choses, ce qui allait dans la chambre froide, ce qui pouvait rester sur les étagères. Au fond d'un sac de farine, le dernier que Hans souleva, quelque chose semblait mal, trop lourd, déséquilibré. Il regarda autour de lui. Milly parlait à un autre garde. Personne ne regardait. Les mains se glissèrent dans le sac et sentirent du tissu, de la toile cirée enroulée autour de quelque chose de fin et de rectangulaire, un paquet scellé avec de la ficelle. Il le tira juste assez pour voir l'adresse écrite en petites lettres précises. LB. Le même script, la même confiance, la même écriture du billet du sac à lunch. Son cœur martelait contre ses côtes. Les mains glissèrent le paquet sous le bac de farine avec le talon de sa main, le tassant comme de la pâte, ses mouvements décontractés, pratiqués, l'instinct d'un homme qui avait appris à cacher les choses dans des circonstances bien plus dangereuses. « Tu vas bien, mon fils » appela Milly de l'autre côté de la pièce. « Oui, madame » dit Hans, l'anglais se sentant maladroit dans sa bouche. « C'est juste lourd » sourit-elle. « C'est pour ça que tu as des muscles, chéri. » Ce soir-là, le haut-parleur du camp crépita comme la voix de Dieu filtrée à travers la rouille et les parasites. Les noms ont été lus, les affectations annoncées. Travail de clôture, corvée de cuisine, balayage de l'infirmerie, blanchisserie, la machinerie banale de l'emprisonnement enveloppée dans l'efficacité américaine polie. Puis une liste finale. Les hommes suivants se présentent pour le détail extérieur. Boulangerie à baleine, compagnie 0600 heures. Le pouls de Hans s'arrêta. Quelle heure, Hans ? La cour devint assez silencieuse pour entendre le vent se déplacer à travers les noyers au-delà de la clôture. Brandt Otto. Otto, debout à 3 mètres de distance, fixa Hans comme s'il avait été trahi, comme si Hans avait arrangé cela d'une manière ou d'une autre. Son visage se vida de couleur. Hans n'était pas sûr de quel sentiment la frappait en premier. La peur, la chance, ou la connaissance froide et nette que quelqu'un quelque part avait délibérément arrangé ce jeu. Quand les lumières s'éteignirent et la caserne s'enfonça dans l'obscurité, les seuls bruits étaient la respiration anxieuse et le grincement du bois qui se tassait. Quelque part, un homme priait et chuchotait en allemand. Ailleurs, un autre homme pleurait silencieusement dans son oreiller. Hans était allongé sur le dos, les yeux ouverts sur l'obscurité, fixant des lattes en bois qu'il ne pouvait pas voir. Il pensait à la statue dans le brouillard, aux filles avec leurs pancartes en carton. La façon dont le capitaine Green avait dit « boulanger », comme un homme lisant une carte qu'il était seul autorisé à voir. Il pensait au noyer et au ruban bleu, et à un paquet sous le bac de farine scellé avec de la ficelle et attaché aux initiales d'un étranger. Il pensait aux messages cachés dans les sacs à lunch et aux airs sifflés dans l'obscurité, et à un pays qui refusait d'être l'ennemi qu'on lui avait appris à haïr. « Ce ne peut pas être l'Amérique », chuchota Otto de la couchette au-dessus. Mais il n'y avait pas de moquerie dans sa voix maintenant. Seulement de l'émerveillement. Et un espoir terrible et croissant qui semblait plus dangereux que n'importe quelle balle que Hans avait jamais esquivé.
Avant l'aube, les bottes frappaient l'allée comme un battement de tambour tirant les hommes de tous les rêves que les prisonniers étaient autorisés à avoir. Une porte s'ouvrit sur un bleu du Texas. Un ciel si large et si pur qu'il faisait mal de le regarder. Un camion tournait au ralenti près de la porte, le moteur crachant de la fumée diesel dans le matin frais. Le sergent Anderson se tenait à côté, presse-papier à la main, comptant les têtes alors que les hommes montaient à l'arrière. Les mains glissèrent le billet à l'intérieur de sa chemise, sentirent le papier chauffer contre sa peau comme un secret avec un pouls. Otto monta à côté de lui, silencieux, son visage gris d'épuisement, ou de peur, ou des deux. Autour d'eux, 6 autres prisonniers, des hommes dont Hans ne connaissait pas les noms, s'assirent le dos contre les rails du camion, regardant le camp rétrécir derrière eux alors qu'ils roulaient vers la ville, vers Abalène, vers une boulangerie qui ne pouvait être qu'une boulangerie, vers un arbre qui ne pouvait être qu'un arbre, vers un message qui pouvait être la première ligne d'une histoire que personne, de part et d'autre du fil de fer, n'était censé raconter. La ville apparut lentement, d'abord des maisons éparses, puis une rue principale avec des magasins qui vendaient de la quincaillerie et des robes et des choses que les gens achetaient quand ils n'avaient pas peur que le monde se termine. Un cinéma avec un panneau d'affichage annonçant un film que Hans n'avait jamais entendu. Un dîner avec des fenêtres qui brillaient d'une chaleur jaune, même en plein jour. La boulangerie était située au coin, briques et bois, avec une pancarte peinte qui disait simplement « Boulangerie Abalène Compagnie depuis 1889 ». Le camion s'arrêta, Anderson ouvrit la porte arrière. « 8 heures, dit-il en anglais, puis le répéta en allemand pour ceux qui en avaient besoin. Vous travaillez. Vous ne parlez pas aux civils, à moins qu'ils ne vous parlent en premier. Vous ne vous égarez pas, compris ?» Des hochements de tête tout autour. Ils entrèrent dans la boulangerie par une porte arrière qui s'ouvrait sur la chaleur et la poussière de farine et l'odeur de la levure qui prenait vie dans l'eau chaude. Le propriétaire, un homme nommé Patterson, peut-être 50 ans, avec de la farine dans les sourcils et des avant-bras comme des branches d'arbres, leur montra les fours, les étagères de levée, les tables en bois usées par des décennies de pétrissage. « Tu connais le pain » demanda Patterson directement à Hans. « Oui, monsieur. »« Bien. Nous avons 3 boulangers en moins depuis la conscription. Tu travailleras le matin. Seigle, blé, levain, si tu peux le gérer. Des questions ?» Hans secoua la tête. Patterson grogna son approbation et s'éloigna, criant déjà des instructions à quelqu'un d'autre. Et juste comme ça, Hans Keller, prisonnier de guerre allemand, combattant ennemi, fils de boulanger de Brême, se mit au travail pour faire du pain pour les gens, dont le pays il essayait de détruire. Les heures se brouillèrent dans le rythme. Farine, eau, sel, levure, pétrir, lever, façonner, cuire. Les mêmes mouvements qu'il avait appris enfant. La même alchimie qui transformait les choses simples en quelque chose qui nourrissait les gens, qui les amenait aux tables, qui les rendait humains. Otto travaillait à côté de lui, silencieux, ses mains se déplaçant comme s'il avait peur de s'arrêter. Peur que s'arrêter signifiait penser, et penser signifiait se briser. À mi-matin, une femme entra par la porte de devant. Hans la vit à travers la porte qui reliait l'arrière-salle au plancher du magasin. Grande, peut-être 35 ans, portant une robe bleue et un chapeau avec une petite plume glissée dans le ruban. Elle acheta une miche de pain de blé, paya avec des pièces, échangea des politesses avec la femme de Patterson au comptoir. Puis, en se tournant pour partir, ses yeux trouvèrent Hans à travers la porte. Juste pendant 1 seconde, juste assez longtemps, elle sourit. Pas un grand sourire, juste une petite courbe au coin de sa bouche qui disait « Je te vois ». Puis elle était partie. Les mains de Hans continuaient à pétrir la pâte, mais son esprit avait complètement cessé de fonctionner. À midi, Anderson apporta des sandwichs dans des sacs en papier brun à nouveau. Les prisonniers mangèrent dans la ruelle arrière, assis sur des caisses, le soleil battant sur leurs têtes. « Il y a un arbre », dit Hans tranquillement en allemand, ne regardant pas Otto. « Derrière la boulangerie, au-delà du quai de chargement. » Otto arrêta de mâcher. « Quoi ?»« Un noyer. » Alors les mains ne répondirent pas. Il se leva, brossant les miettes de son pantalon, et marcha vers le coin du bâtiment comme un homme s'étirant les jambes. Anderson regardait, mais ne bougeait pas. Les mains contournèrent le coin. Et voilà, un noyer, vieux et au tronc épais, ses branches s'étendant comme des mains ouvertes vers le ciel. Et attaché autour du tronc, flottant dans le vent chaud du Texas, était un ruban, bleu, délavé, mais indéniable. Le souffle de Hans s'arrêta. Il ne s'approcha pas, ne le toucha pas, se tenait juste là fixant la preuve que le billet était réel, que LB était réel, que tout ce qui était impossible se passait ici, était plus grand que les sacs à lunch et les airs sifflés et les paquets cachés dans la farine.
Bel arbre, n'est-ce pas ? Hans se tourna. La femme en robe bleue se tenait à 3 mètres de distance, tenant sa miche de pain enveloppée dans du papier. De près, il pouvait voir que ses yeux étaient gris, son visage ridé par le soleil et le temps, mais pas unkind. « Je suis désolé. » Hans bégaya en anglais cassé. « J'étais juste en train de regarder, » elle termina pour lui. Son allemand était impeccable. « Je sais. » Hans se figea. Elle s'approcha, la voix baissant à peine plus qu'un chuchotement. « Mon nom est Liesel Bachmann. Je suis né à Heidelberg. Je suis venu ici en 1923. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis revint à Hans. « Karl était mon frère. Il a été capturé en Afrique du Nord. On m'a dit qu'il avait été envoyé dans un camp au Nouveau-Mexique. C'était il y a 8 mois. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. » Hans sentit le billet brûler contre sa poitrine. « La Croix-Rouge ne me dira rien, » continua Liesel, sa voix serrée par l'émotion contrôlée. « L'armée ne me dira rien. Alors j'envoie des messages en des sacs de pain, dans des expéditions de fourniture, partout où je peux, en espérant que quelqu'un, n'importe qui le verra, lui dira que je suis toujours là, toujours en m'attente. » Elle pressa quelque chose dans la main de Hans. Un autre billet, une autre adresse, un autre fil désespéré jeté dans l'obscurité. « Si tu entends quelque chose, » chuchota-t-elle, « s'il te plaît. » Puis elle se tourna et s'éloigna, sa robe bleue disparaissant autour du coin, laissant Hans debout seul sous un arbre qui n'était plus juste un arbre. Ce soir-là, de retour au camp, Hans était allongé dans sa couchette, fixant le plafond tandis qu'Otto ronflait au-dessus de lui. Il pensait à Liesel Bachmann et à son frère Karl, aux messages cachés dans les sacs de farine et aux rubans bleus attachés aux arbres, à un réseau de gens désespérés, américains et allemands, essayant de traverser un océan de guerre pour dire « Je me souviens de toi. Tu n'es pas oublié. » Il pensait au capitaine Green qui parlait l'allemand comme un natif, au sergent Anderson qui sifflait des chansons interdites et donnait des directions cryptiques, à un pays qui nourrissait ses ennemis de beignets et les payait pour faire du pain et les laissait voir des filles avec des pancartes qui disaient « Même les ennemis sont des hommes », et il pensait à la statue dans le port avec sa torche levée haut. Pas comme un tour, pas comme de la propagande, mais comme une promesse que peut-être, juste peut-être, certaines choses étaient plus grandes que les uniformes que portaient les hommes ou les drapeaux pour lesquels on leur avait dit de mourir. Hans a tiré la note de sous sa chemise et l'a relue une dernière fois à la lumière tamisée. Toujours en attente près du noyer, il l'a pliée soigneusement, l'a remise contre sa poitrine, et a pris une décision qui allait se répercuter sur le reste de sa vie. Demain, il trouverait un moyen d'envoyer un message en retour, pour dire à Karl, où qu'il soit, que sa sœur attendait toujours, espérait toujours, croyait toujours que même au milieu de la guerre, l'amour pouvait trouver un chemin à travers les fissures. Parce que si l'Amérique avait enseigné quelque chose à Hans Keller pendant ces jours étranges et impossibles, c'était ceci. L'ennemi n'était pas toujours celui qu'on vous disait que c'était. Et parfois, la chose la plus dangereuse que vous pouviez faire était d'espérer. Hans Keller a travaillé dans cette boulangerie à Abilene pendant 14 mois. Il a envoyé des messages, il a fait du pain. Et quand la guerre a pris fin, il a fait un choix qui a surpris tous ceux qui connaissaient son histoire. Il est resté non pas dans le camp, non pas comme prisonnier, mais comme un homme libre qui avait vu assez de l'Amérique pour savoir que, quel qu'ait été le foyer autrefois, cela pouvait aussi être un foyer. Il n'a jamais trouvé Karl Bachmann. Certaines histoires n'ont pas ce genre de fin, mais il est resté en contact avec Liesel jusqu'à sa mort en 1983. Et chaque jeudi pendant 40 ans, il a laissé une miche de pain sous ce noyer, une tradition que la ville maintient toujours vivante aujourd'hui, même si la plupart des gens ont oublié pourquoi. C'est l'histoire qu'on ne vous enseigne pas, celle qui ne s'inscrit pas niaitement dans les héros et les méchants, celle qui nous rappelle que même dans les pires moments de l'histoire humaine, les gens ont trouvé des moyens de rester humains. Si cette histoire vous a rappelé que l'histoire est plus complexe, plus belle et plus déchirante que nous l'admettons généralement, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Laissez un commentaire me disant d'où vous regardez. Dites-moi si votre famille a des histoires comme celle-ci. Dites-moi ce que nous avons oublié et qui mérite d'être mémorisé. Parce que, aux archives des soldats de la Deuxième Guerre mondiale, nous ne racontons pas seulement des histoires de guerre. Nous racontons des histoires humaines qui se déroulent pendant la guerre. Et ce sont celles qui comptent le plus. Merci de regarder, merci de vous en soucier. Et je vous verrai dans la prochaine histoire.